Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Manon est la fondatrice de Manon Naissance Magique. Quand je l'ai rencontrée, j'ai su tout de suite que je l'inviterais sur ce podcast. Manon était salariée, puis après différentes alertes de santé, elle a décidé de se former à l'hypnose. Aujourd'hui, elle est hypnothérapeute spécialisée dans la périnatalité et elle accompagne des femmes et des parents via des packs contenant des vidéos que l'on peut retrouver directement sur son compte Instagram. C'est une personne bienveillante, inspirante. Elle mène son compte avec une multitude d'informations, beaucoup d'humour. Bref, cela a été un plaisir de l'interviewer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Manon. Salut Écoute Béné. Manon, je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast de Brille et Pétille. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Et oui, donc je m'appelle Manon, j'ai 32 ans, je vis à Montpellier avec mon mari Arnaud et ma petite Nine de 2 ans et quelques. Je suis hypnothérapeute et je suis spécialisée dans la périnatalité. Donc j'accompagne les futures mamans, les futurs parents à se préparer à un accouchement en hypnose. Donc avec ou sans péri, on se pose pas vraiment la question, on fait comme on peut. Mais en tout cas, s'accompagner de l'hypnose pour être plus sereine le jour J, c'est ça que je fais. Donc, j'apprends aux mamans l'auto-hypnose, je leur enregistre de l'hypnose, j'apprends aux papas ou aux coparents, aux deuxièmes mamans, à faire de l'hypnose sur leur conjointe. Et tout ça pour vivre un accouchement tranquille. On ne dit pas que ça fait pas mal, mais tranquille, enfin, serein dans la tête, quoi. Et je fais tout ça maintenant par Instagram, sur donc mon compte qui est Manon Naissance Magique, où j'ai créé des packs de vidéos pour pouvoir apprendre tout ça en autonomie chez soi. Ok, top. Est-ce que tu peux nous parler rapidement aussi de ton parcours? Oui. Alors, quand j'étais petite, on commence à peu près Il y a mes études, quelques années, peut-être que tu as ouais, fait ok. après le bac, par exemple. Ouais. Donc, après le bac, j'ai fait une prépa pour faire une école de commerce. Et puis ensuite, j'ai fait une école de commerce à Lille. L'objectif, c'était, j'étais bonne dans tout. J'étais un peu la première de la classe. Et moi, je voulais aider les entreprises tout en gagnant de l'argent. Voilà mon projet de vie. Je Ok. savais que j'aimais, j'étais un peu faite pour aider les autres, mais je voulais pas ne pas gagner ma vie. Donc, les entreprises ont de l'argent, voilà. Je me suis dit, OK, on partons dans le conseil. Donc, j'ai fait cette école de commerce là en 3 ans. Donc, j'ai fait un bac plus 5. Et puis, je suis rentrée très vite en apprentissage dans un cabinet de conseil. Ce que c'était la décrépitude, pas loin. En tout cas, j'ai vite compris que aider les entreprises, c'était pas exactement ce que j'aimais faire, puisque j'avais souvent des missions où il fallait annoncer les mauvaises nouvelles. Donc effectivement, j'aidais les entreprises, mais en fait, j'aidais plutôt les patrons, par exemple, à organiser des plans sociaux. Donc, c'est pas vraiment la vie dont j'avais rêvé. Dans les cabinets de conseil, on est très pressurisé. Les horaires, c'est vraiment un concept, hein. En fait, on voit jamais la lumière du jour. On part quand il fait nuit, on rentre, il fait nuit même l'été. Euh, donc j'ai fait ça pendant 8 ans ou 7 ans. Ah, quand même. Ouais, pendant. Ouais, un petit peu trop, hein, à mon goût. En fait, j'ai changé 3 fois de boîte parce que je me disais c'est un problème avec la boîte. Moi, je tombais toujours sur des managers un peu au profil pervers narcissique. Hmm. Ils me détectaient toujours comme la bonne petite moutonne qui va faire exactement ce qu'on veut quand on veut. Donc, ils me prenaient sous leurs ailes et je prenais tellement cher. Je disais oui à tout, donc évidemment, je restais toute la nuit travailler pour un truc qui n'avait pas un sens non plus capital pour la société, quoi. Donc voilà. Et puis un jour, mon corps a commencé à m'envoyer des messages. Je dis toujours que le corps, il envoie plusieurs messages, il envoie 3 messages pour que vraiment, pour vraiment nous dire, il faut changer quelque chose dans ta vie, meuf. Hmm. Une plume, un caillou et un camion. Donc la plume, elle est
elle te gratouille un peu, tu vois, elle te dit Manon, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Ma plume, bah, c'était un ulcère à l'estomac. Donc, c'est Mhm. ce que je considère le moins grave d'un peu ce qui Des s'est passé. trois. Ouais. L'ulcère à l'estomac, c'est vraiment un message qui dit t'es trop stressée, meuf, faut pas rester là, quoi. Donc, je suis pas restée là, j'ai changé de boîte, mais pour le même taf. Puis, j'ai eu mon caillou. Non, ouais, c'est ça, mon caillou. Donc, moi, je fais du trapèze depuis, enfin, je faisais du trapèze depuis 20 ans. Et puis, un jour, à la répétition du spectacle, j'étais trop fatiguée parce que la veille, j'avais fait nuit blanche au boulot. Et je suis tombée de 4 mètres. Et je me suis explosé le bras gauche, mais vraiment en mille morceaux, quoi. Donc j'ai maintenant une prothèse de coude et Ah j'ai eu ouais. 9 mois d'arrêt. Et là, c'était vraiment, tu vois, j'ai vraiment eu la sensation que l'univers entier me disait, arrête, t'es tombé parce que t'étais trop fatiguée, Mm. donc tu te calmes. Donc je me suis calmée bah, pendant 9 mois. Euh, Mais genre le travail? Bah ouais, Ou... je pouvais pas Ouais, c'est ça. travailler. Et J'ai ouais. été sous morphine plusieurs mois. Ah ouais. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré mon mec et j'étais infecte avec lui. Si tu m'écoutes, pardon. Euh, et donc sous morphine, je pouvais rien faire. Enfin, je pouvais pas prendre les transports. Ce bras, c'était une cata. Et puis surtout, j'avais kiné tous les jours, quoi. Donc voilà. Et puis j'ai repris en temps partiel thérapeutique. Et puis ce même manager a repris sa tâche habituelle de me presser comme un citron. Et puis un jour où j'étais malade, où je pouvais pas aller en rendez-vous client, il m'a appelé, il m'a dit, t'es malade ou tu crois que t'es malade? Ben non, j'étais vraiment malade. Et je pense que ça m'a mis le coup de presse de trop. Et là, j'ai fait un accident neurologique. Donc, Ah ouais. tous les mêmes symptômes qu'un AVC, hémiplégie, paralysie de la face, le sourire en biais, j'avais plus mes mots, enfin, c'était vraiment Mon catastrophique, Dieu. quoi. Et après 5 jours en soins intensifs de neurologie, j'ai pris la décision que si tout ça n'était dû qu'au stress, s'il n'y avait pas un truc, un caillot, une rupture d'anévrisme ou quoi, et ben, il fallait que je parte. Mm. Là, c'était vraiment enfin, le summum du Ouais. truc, quoi. Bah, le Wow. camion, le camion dans ta face, Ah ouais, euh, qui carrément. te dit, enfin, qui te met réellement en danger de mort, tu vois. Ah oui, Donc, oui, clairement, ouais. mais par contre, enfin, on n'est pas obligé de tout aller au camion, tu vois. Si on écoute la plume, puis le caillou, normalement, on va pas jusqu'au camion. Bon. J'avais pas le Wi-Fi apparemment à l'époque. Donc tout de suite après mon retour de soins intensifs, enfin après ma petite convalescence là, bah, j'ai démissionné. Ok. Et puis voilà. Et j'avais découvert l'hypnose pendant l'accident de trapèze où je m'en suis beaucoup servi pour soulager les douleurs du bras. Et puis émotionnellement aussi, je m'en servais aussi pour bah, m'apaiser, essayer de trouver mon chemin, Mm. etc. Et je me suis dit, bah, en fait, ça marche tellement bien l'hypnose sur moi que j'ai qu'à essayer de devenir hypnothérapeute. On ne sait pas. Comme ça, j'aiderai des Ouais. gens. Bon, tout en gagnant de l'argent, bif bof, parce que c'est quand même un métier bah, qui rapporte pas de ouf. Attends, Et avant puis juste que tu continues, ouais. on en saura plus après. Juste pour revenir sur ces 8 années de travail, quand tu dis que tu aimes le conseil, enfin, que tu sentais que tu voulais donner des conseils et tout ça, tu avais l'impression d'être à ta place quand même, d'avoir choisi le conseil. Tu t'en es rendu compte au fur et à mesure, ou au début tu t'es dit, ah, le conseil en entreprise, c'est bien, ça va me plaire, ça va être cool, ou quand même assez rapidement tu t'es dit, il y a un truc qui va pas, quoi. Non, au début, je me suis dit, ça va me plaire, c'est cool, parce qu'en fait, j'ai été tout de suite mise dans les directions. J'étais à la direction de l'URSSAF et du régime social des indépendants. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir un impact. Euh, ouais, en tout cas, tu vois, une place où on prend des décisions et où ça impacte beaucoup de gens. Donc oui, à ce moment-là, je me disais, ah ouais, c'est classe. Mais j'étais toujours surmontée d'un manager qui Ouais. évidemment, lui, prenait toutes les décisions et tout. Mais je me disais, si je m'accroche assez longtemps, je deviendrai quelqu'un comme lui. Enfin, tu vois, j'aurai son poste important et tout. Donc au début, si, au début, je me disais que ça pouvait être pas mal. Tu t'es pas Et puis, trop posé de questions. non, je me Du suis pas coup. posé de questions. Bah, tu sais, enfin, moi,
Je viens d'une famille, mes parents ont très bien réussi leur vie, ils ont passé toute leur vie dans la même boîte. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'on réussit, tu vois, c'est Mm. ça la réussite. Donc de toute façon, il n'était pas vraiment question de faire autre chose, parce que mon chemin était tout tracé, je voulais être ma mère, tu vois. Ah oui, d'accord. Et justement, ma mère avait des consultants et elle les trouvait géniaux parce qu'ils l'aidaient beaucoup et tout, donc je voulais être ma mère, quoi. D'accord. Donc du coup, bon voilà, passé 8 ans, tu as ces 3 accidents, on va dire plus ou moins graves et tu te tournes vers, l'hypnose alors? Donc vas-y. Donc tout a commencé quand même avec l'hypnose avant l'accident de trapèze. J'étais avec un mec qui était très toxique pour moi et je n'arrivais pas du tout à m'en séparer. Un peu comme toujours dans ma vie, je me disais, bah écoute, ça fait 5 ans que tu es avec lui, maintenant, Oui. on va Mmh. faire des enfants, tu vois, la vie dans les cases. Euh, mais quand même, il me faisait beaucoup de mal et j'arrivais pas à m'en sortir. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas l'hypnose? De toute façon, moi je suis prête à faire n'importe quoi pour me sentir mieux, donc j'y vais. Et puis ça a marché de ouf, parce que assez vite, ensuite, je m'en suis débarrassée. Et je me suis dit, ah ouais, ok, quand même, il y a cette histoire d'inconscient. Je vois bien qu'à l'intérieur de moi, tout ça, ça vient peut-être de mon histoire, du fait que, bah, comme je te disais avec ma mère, je veux être ma mère et qu'elle suit cette route de rester toujours avec le même mec, machin. Donc je commence à comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est plus fort que moi, tu vois, Mmh. que mon inconscient, en fait, bah, c'est lui qui dirige une grande partie de ma vie. Que même Ouais. si moi, consciemment, j'avais envie de me débarrasser de ce type, inconsciemment, il y avait un truc qui disait, on suit la ligne, Manon. Ouais. Donc quand on a fait connaissance, mon inconscient et moi, et que on s'est parlé, quand tu vois, on a eu une conversation, euh, j'ai pu lui expliquer bah, comment c'était pas ça la vie, mais que j'allais toujours prendre soin de moi et que ça faisait partie du soin de moi que de partir, etc. Et donc ça a été vraiment des moments magiques, ces moments-là, ces premières découvertes de l'hypnose, où en fait je discutais avec la petite Manon de 8 ans. D'accord. Ah On ouais. faisait venir la petite Manon, l'inconscient on dit qu'il a entre 7 et 8 ans. Et c'est cette petite Manon que je rassurais et à qui j'expliquais bah, comment j'étais en vrai dans ma vie en ce moment. Donc tu te faisais de l'auto-hypnose en fait? Tu te Non, non, faisais là vraiment j'étais chez une hypnothérapeute à ce moment-là. ah, tu allais voir une Je savais pas encore hypnothérapeute? le faire. Ouais. Ah OK, d'accord. Donc c'était au début assez perturbant parce qu'on se met quand même un peu à nu. Bon, mais elle était très sympa, cette hypnothérapeute. Et puis au fil de l'eau, tu as envie tout le temps en fait de communiquer avec ton inconscient pour avancer dans la vie. Donc assez vite, j'ai appris l'auto-hypnose. Mais donc la première découverte, c'était l'hypnose des émotions en fait. C'était pas l'hypnose pour soulager le corps. Et puis ensuite, fameux accident, et où là je suis retournée voir 7 personnes et j'ai appris l'auto-hypnose pour l'analgésie. Et là, c'était magique parce que les séances de kiné que j'allais faire, quand je me mettais pas en auto-hypnose, mon bras il était coincé à 90 degrés, enfin tu vois, il Ouais. n'était pas en ouverture. Et puis dès que je me mettais en auto-hypnose, pouf, il s'étendait tout en longueur. Chose que j'arrivais jamais à faire hein, dans mon état normal et d'ailleurs que j'arrive toujours pas à faire actuellement, sauf en auto-hypnose. C'est fou ça. Magie, et le kiné Mmh. voyant ça, bah, il était comme un ouf évidemment. Enfin, c'est qu'une partie de moi bah, avait peur de péter la prothèse, Mmh. de me mettre en difficulté si j'ouvrais le bras et tout. Donc hyper génial, des moments d'émotion intenses. Et puis j'ai eu ma 4e opération, j'ai été opérée 4 fois du bras en hypnose. Donc, on n'avait rien prévu. J'entre au bloc et puis j'entends l'infirmière anesthésiste qui commence à me saturer de paroles et je me dis, tiens, toi, je sais ce que tu fais. Et j'aime. Ah. Pour éviter d'avoir trop d'anesthésiants et puis surtout pour éviter une anesthésie générale. Donc, elle parlait, elle parlait. Et à un moment, elle arrête de parler et je lui dis, vous pouvez continuer? Elle me dit, mais continuez quoi? Je dis, ben, l'hypnose. Elle me dit, vous savez ce que je suis en train de faire? Genre, tu m'as démasqué? Bah ouais, et il faut continuer parce que vraiment ça me fait du bien. Et j'ai vécu un super moment à la plage avec ma petite nièce alors que j'étais dans la salle dans le bloc opératoire et que on était en train de me charcuter un peu, tu vois. Donc là, je me suis dit, ok, bah c'est vraiment magique en fait.
il faut s'en servir pour faire d'autres choses. Moi, je peux m'en servir pour aider plein de gens. Enfin, j'allais pouvoir apporter une aide vraiment utile et humaine. Et, euh, et voilà. Donc, ensuite, je me suis formée et, et j'ai trouvé une école. Donc, à ce moment-là, on était à Paris. Et il n'y avait pas d'école qui me convenait à Paris. Et puis, je savais bien que si je restais à Paris, je serais tentée par les cabinets de conseil, je serais tentée par, tu vois, cette vie facile, cet accès facile au confort de vie au niveau argent, tu vois. Et la meilleure école que j'ai trouvée était à Montpellier. Donc, bah, on a fait nos valises. Mon mec a dit, toi prioritaire, enfin, genre, on va s'occuper de toi. Et voilà, il m'a emmené à Montpellier et lui, il a trouvé du taf facilement. Et là, j'ai commencé l'école d'hypnose. Donc il était OK pour te suivre, lui, ça lui posait pas de soucis au niveau boulot, il t'a suivi et Pas du tout, ouais. Lui, il était déjà, il est de Béziers à la base, donc ouais. ça le rapprochait un peu. Il n'avait pas vraiment pour projet de rentrer dans le sud, il aimait bien la vie parisienne, alors que moi, pas trop. Genre, j'ai pas vu je suis jamais allée visiter ni le Louvre ni la Tour Eiffel en 5 ans de vie à Paris. Euh, mais il y est allé volontiers et puis il savait qu'il pouvait trouver du taf partout, donc Oui, en ça vrai, lui non, posait pas de soucis. Ouais, bah non. OK. Donc C'est du un coup, vous super amoureux. donc du coup, vous arrivez, dans la région et tu te formes, du Ouais, coup? Et sur 18 mois. donc tu fais pendant 18 mois, tu fais, la formation? Ouais, je fais que ça. On fait mi-école, mi-pratique avec des proches de proches. Enfin, j'ai pratiqué vraiment sur beaucoup de gens, sur beaucoup de sujets différents. Pour être, c'est un peu comme un apprentissage, sauf que tu n'as pas de maître d'apprentissage, tu fais toute seule et tu te filmes et puis les profs regardent les vidéos et ils t'aident à t'améliorer, quoi. Ouais Et là, je fais et que ça et j'ai la chance de pouvoir faire que ça parce qu'en fait, je touche le chômage comme j'ai démissionné, mais j'ai fait un suivi de conjoint, vu que mon mec est parti dans le ah sud. oui, ouais. Alors techniquement, c'est l'inverse, il est parti pour moi, mais on a dit que enfin, on a dit qu'il était parti et que donc je l'avais suivi. Et là, j'ai pu bénéficier d'un chômage confortable, donc de me dire, ok, j'ai un peu plus de 2 ans devant moi pour que cette entreprise soit viable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, ouais, tu finis les 18 mois de formation et ensuite, tu as J'ouvre mon créé cabinet. ton ouais, 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 tu as ouvert ton cabinet. Ouais. ouais. Je l'avais même C'était créé aussi un peu avant parce que sur la fin, je me sentais légitime à faire payer mes séances. Mais voilà, je l'ai ouvert. J'ai commencé par faire du domicile. Non, j'ai commencé par faire un petit cabinet chez moi. Mais chez moi, bah, c'est chez moi, tu vois. Il fallait passer dans mon salon et puis oui. monter à l'étage et tout. C'était un peu de briques et de broc et ça me convenait pas trop. Déjà, j'avais pas du tout envie d'avoir des inconnus chez moi. Mmh. Donc après, j'ai ouvert mon cabinet et je l'ai ouvert à 2 endroits, à Béziers et à Montpellier, pour avoir bah, le plus de monde possible. Mais en fait, enfin, 2 heures de route, quoi. 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, parfois pour une ou deux consultes. Donc en fait, enfin, j'étais clairement pas gagnante financièrement parlant. Il fallait que je me fasse connaître, donc bah, j'avais pas d'enfant à cette époque-là. Je suis allée, quoi. Et du coup, monter ton entreprise, enfin, comme ça, monter ton cabinet, c'était quelque chose à quoi tu avais pensé avant? Par exemple, d'avoir ton poste à Paris, enfin, un jour, est-ce que tu t'étais dit: un jour, je monterai mon entreprise» ou est-ce que ça t'était jamais venu à l'esprit? Si, si. D'ailleurs, quand j'étais en terminale puis prépa, j'ai monté mon école de cirque. Je me disais bien que l'entrepreneuriat, c'était cool, mais pour moi, c'est pas pour les très jeunes, tu vois. Il faut Oui. d'abord se faire la main, machin. Et à l'époque de la prépa, j'étais avec un moniteur de cirque, enfin un circassien, qui n'avait, qui n'arrivait pas à se faire de salaire. Et donc j'ai dit, bah écoute, on monte notre école de cirque. Je m'occupe de tout, et toi tu t'occupes de donner des cours. Et donc on a fait ça. Et ça a pas mal marché. Et là, je me suis dit, ok, bah alors c'est qu'une association, mais c'est mon salarié quand même. C'est bien marrant, tu vois, comme concept. J'aime bien l'idée que tu es aux commandes, que tu prends tes décisions et donc tes propres risques. Bon, là, j'étais pas seule, je prenais des risques pour lui Mmh. aussi, donc c'était un peu. Bon, j'avais un peu la pression, mais enfin, je trouvais ça magique, quoi. Ouais, tu Et trouvais même ça cool. petite, tu vois, petite, j'avais un cabinet de dentiste, un bureau de poste.
tout ce que je créais, tous les jeux que je faisais petite, c'était mon entreprise. Déjà petite, tu avais ce genre de fibre un peu peut-être de vouloir diriger et avoir ton propre commerce, comme tu dis par exemple. Ouais, carrément. Bah, tu vois, ça commençait, je pense que j'avais 7 ans, mon premier cabinet de dentiste, et donc mes parents devaient venir se faire tripoter la bouche par une petite avec les mains pas propres, euh, et en plus payer de l'argent pour ça. Donc ouais, hyper petite, parce que pour moi, c'était un peu symbole de liberté, Hmm. et que j'étais déjà, tu vois, j'étais tout le temps la première de la classe, mais j'étais assez critique. J'aimais bien remettre en question. Je détestais qu'on me donne des ordres. Bon, je pense après, la plupart des enfants détestent. Mais moi, c'était vraiment très sensible à l'intérieur de moi quand on me donnait un ordre. De base, j'avais juste envie de répondre non. Même si l'ordre Hmm. était très sympa, c'était non. Donc ouais, l'attrait de la liberté, carrément. C'était juste que je m'étais dit, bah, c'est pas pour moi tout de suite. Patientons 40 ans et puis on ira plus tard, quoi. Du coup, alors tu as monté ton cabinet, tu as commencé à faire du face-à-face. C'était un Ouais. cabinet d'hypnose en face-à-face, enfin, tu avais 2 cabinets et tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme pour tout le monde, le Covid nous est tombé sur la gueule. Hmm. Euh, donc ça commençait à bien marcher. Et je voyais tout type de. Je faisais pas de l'hypnose périnatale à l'époque, hein. Je faisais de l'hypnose généraliste, donc arrêt de tabac, état anxieux, perte de poids, tout ça. Et puis le Covid est arrivé en même temps que mon début de grossesse. Je suis tombée enceinte en janvier, le Covid est arrivé en février, et mon début de grossesse a été catastrophique. Je vomissais nuit et jour. Donc de toute façon, je ne pouvais pas recevoir au cabinet. J'ai vidé mon planning, enfin, j'ai fini, tu vois, tant bien que mal, et entre chaque séance, je courais aux toilettes, c'était vraiment compliqué. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, il y a le Covid, confinement, je ferme, je fais plus de visio, rien du tout. Je serre les fesses financièrement parce que, bah, Compliqué. et que en plus, j'avais pas le droit à grand-chose. J'ai eu un peu d'aide de l'État avec le Covid, mais pas grand-chose. Donc c'est là que c'est parti en sucette. Donc ça, c'était donc janvier-février. J'ai accouché en octobre. Donc jusqu'à mon accouchement, j'ai plus rien fait. Ça commençait à faire peur à toute ma famille, évidemment. Parce que Hmm. la meuf quitte tout pour faire de l'hypnose et puis une Et puis fois il se passe plus enceinte. rien. Parce que quand même, hein, l'activité, elle a repris au cours de l'été. Donc Ouais. j'aurais pu m'en mettre au taf, quoi. Mais visiblement, non. Puis donc j'ai accouché sous hypnose, puisque j'ai testé mes propres méthodes pour être sûre que ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait très bien. Et après, je me suis pris le postpartum en pleine gueule, avec une bonne dépression du postpartum comme on aime. Donc il n'était encore pas question de reprendre le travail avant. Je pense que j'ai dû sortir un peu du tunnel vers les 10 mois de Nîmes. Et à partir de là, pendant tout ce moment-là, bah, ma mère, elle m'envoyait de l'argent de poche, quoi. Enfin, tu vois, on Ouais. en était au point que je pouvais Oui, pas que tu m'en n'avais sortir. pas d'argent, quoi. Bah non, il n'y avait plus rien qui rentrait. Ouais. On a testé la vie minimaliste. J'ai bien aimé, tu vois. J'ai aimé me dire, je n'ai d'argent que pour manger et payer mon loyer, donc bah, c'est tous les achats. Enfin, parce que quand j'étais consultante, quand même, j'achetais des trucs tous les jours. C'était ma façon de me réconforter, et chaque jour, je recevais un paquet d'Amazon. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était tellement j'en commandais, tu vois. Je me réconfortais comme ça, je m'achetais des trucs. Bon. Donc là, c'était fini. Et puis, euh, en septembre, donc un an après la naissance de Nine, quasi, je me dis, bon, bah là, on va sortir les doigts. Il n'y a plus le choix, il faut que je reprenne un taf normal. La tentation d'utiliser mon bac+5 pour Ah oui, faire un taf. carrément. De Ah bah oui, repartir dans le salariat et OK. parce que j'avais plus assez de temps. Enfin, je voulais pas prendre l'argent de ma mère pour remonter le cabinet. Mm. Tu vois, tout ça, c'est une histoire de bouche à oreille. Donc, dès que tu arrêtes, bah, il faut tout reconstruire, quoi. Eh oui. Et ça m'avait pris du temps. Je m'étais dit, bah écoute, je reprendrai l'hypnose plus tard. Je suis contactée par une chasseuse de tête qui me propose un poste à la stratégie d'une clinique montpelliéraine. Donc je me dis, ah bon, bah super. Genre, en plus, à la stratégie d'une clinique dans un contexte où euh, enfin, la santé va pas bien en France, tu vois. Donc je savais très bien pourquoi j'étais là. La stratégie d'une clinique, c'était pas pour augmenter la masse salariale.
Et puis, ça tourne dans ma tête et pendant plusieurs semaines, ouais, parce que le processus était très long, je me dis, putain, Manon, merde, enfin, tu te remets dans le truc. Est-ce que tu attends quoi comme message de la vie, là, après le camion, ça va être quoi? Et puis, un jour, je reçois un mail de deux business mamas. Donc, la coach que j'avais utilisée pour aider Nine à dormir, donc une coach en sommeil sur Instagram, et une autre nana qui était plutôt coach mindset, qui m'envoie un mail, bah, je dois être dans leur newsletter, et qui dit, on cherche, on organise un coaching pour que vous lanciez votre entreprise en ligne, donc coaching de 3 mois. La page de vente était prometteuse comme jaja, enfin la page de vente était... elle me parlait à moi, elle me disait, viens, viens, viens dans notre petit coaching et tu vas pouvoir reprendre ton business. Donc évidemment, là je me pose 1000 questions, le coaching à 2000 balles, que je n'avais pas évidemment. Euh, Ça m'empêche de dormir, j'appelle ma mère, je lui dis putain j'ai eu ce mail, évidemment c'est du marketing, enfin la page de vente ne m'est pas destinée mais elle me parle. Et elle aussi, elle dort pas beaucoup, elle me dit bon écoute, on tente, 3 mois, je te donne 3 mois d'argent de poche et les 2000 euros, enfin je te les prête, fais ton truc, euh, fais, vas-y. Mais elle aussi, elle dit ça un peu la mort dans l'âme parce que j'avais retrouvé un poste quoi. Ben oui, Un poste oui. bien, tu vois, je gradais, machin. Un vrai poste de salarié Un avec vrai poste. une sécurité d'emploi, voilà. Mais non, Manon repart dans un Ah truc. non, bah oui, bah maintenant la contradiction, hein. En même temps, il y a non dans mon prénom, je pense que c'était ainsi. Donc je me lance dans ce truc. Mon mec, pareil, s'était dit, ça y est, on a retrouvé la bonne voie. Et puis finalement, non. Et donc ce coaching commence. J'étais pas la cible. Euh, les nanas, elles ont créé un podcast noir et riche. Donc vous me voyez pas parce que c'est un podcast, mais je suis pas du tout noire, toute blanche. Et, et dans tout ce... Enfin, on était un groupe de 10 nanas, donc 12 avec les coachs, et elles étaient toutes soit antillaises, soit sénégalaises, guinéennes et tout, enfin d'origine, hein. Et moi, j'étais la petite palote, tu vois, et parfois même elles parlaient en créole, et j'étais là genre, j'ai pas compris. Mais bon, bref. Elles étaient toutes adorables, et on se voyait donc tous les mardis en visio. Donc quand on se voit toutes les semaines, il n'y a pas le choix que de bosser entre les lives, tu vois. Mm. On se voyait tous les mardis, j'avais des trucs à faire en quantité pour que mon business décolle en ligne. Parce que c'est ça le truc, c'était de faire un compte Instagram. Et pour 2000 balles, je peux te dire que je travaillais fort. Parce Ouais. que je me disais, je veux les rentabiliser dès le mois de décembre. On a commencé en septembre. Il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas à négocier. J'ai que 3 mois, là, il faut vraiment que j'y aille. Donc, je bossais dur entre les séances. Les séances n'étaient pas faciles. On se faisait quand même un peu cuisiner, tu vois. Surtout la coach mindset, elle nous titillait beaucoup sur est-ce que tu veux vraiment ta réussite? Est-ce que t'es pas en train de te saboter? Pourquoi t'es pas en train de travailler là? Enfin, tu vois, Elle vous challengez bien, quoi. elle nous challengeait, ouais, fort. Ta réussite t'attend, qu'est-ce que tu fous encore là? Enfin, c'était hard, tu vois. Et parfois, je sortais des coachings et je me disais, putain, j'ai pris cher alors que j'avais travaillé. Mais peu importe, j'avais payé 2000 balles, il fallait que je les rentabilise. Donc, elles m'ont aidé elles m'ont appris comment on fait des newsletters, comment on rédige une page de vente, comment on entretient un réseau sur Instagram, c'est quoi les règles de base de l'algorithme. Vraiment, c'était très, 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 très riche. Et dès la première séance, je m'étais dit, bah oui, c'est rentabilisé. Enfin, ok, l'argent n'est pas encore là, mais je vais apprendre plein de trucs. Et j'aurai du soutien. Donc voilà. Et puis, au fil de ces 3 mois, j'ai créé mon programme en ligne. Donc en fait, c'était ni plus ni moins que ce que je faisais en séance au cabinet avec les parents. J'avais enregistré toutes les séances d'hypnose et j'avais enregistré aussi toutes les parties de formation théorique à l'accouchement que j'avais apprises plus tôt. Tout ça avec un ton plutôt léger, tu vois. L'idée, c'était pas de dire l'accouchement, c'est terrible. Enfin, c'était de dire très rassurant, tu vas voir, c'est hard, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que ton corps est fait pour ça et tout.
Mais du coup, ton idée de faire ces vidéos dans l'hypnose, enfin de faire, tout ce projet en fait, dans l'hypnose, ça coulait de source pour toi? Enfin, tu t'es pas posé de questions de te dire, je sais pas, je pourrais le faire dans un autre domaine? Non, c'était vraiment, Ah non, parce que je impulsif? m'étais dit que vraiment, c'était hyper utile à chaque séance que je faisais au cabinet. J'avais 2 jours plus tard des messages enfin, À te d'amour. remerciant? Ouais, Ah ouais, c'était incroyable. Moi, dans mon cœur, mon cœur, il explosait à chaque fois que je recevais un message. Et donc, je me disais, bon, bah, donc il y aurait moyen de gagner de l'argent pour faire ça ouais, avec ce truc en ligne. Et je me voyais pas partir dans un autre sujet. Bah, c'était ma dernière tentative pour l'hypnose, donc il fallait que ce soit ouais. l'hypnose. Le coaching de groupe où donc tu as appris, plein de choses, sur tout ce qui est digital? Ouais, c'est ça. OK. Et donc qu'est-ce qui s'est passé, après cette formation? Enfin, une fois que tu as eu terminé et Alors, j'ai voulu lancer, déjà, j'ai voulu lancer avant la fin des 3 mois pour être accompagnée en cas de, en cas de dépressurisation de la cabine. Donc, j'ai lancé à l'avant-dernier coaching, en gros. Et alors, elle nous avait fixé des objectifs hauts. En fait, elle nous avait demandé de nous fixer des objectifs. Et on passait chacune notre tour. Tu sais, dans le live, chacune parle 10 minutes et tout. Et moi, je suis passée la dernière. Et je voyais qu'à chaque fois que les nanas d'avant donnaient un objectif, la coach, elle doublait l'objectif. Elle disait, mais non, tu peux faire double, tu vois. Donc, je me suis dit, Maline, je vais donner direct mon objectif haut. Comme ça, première de la classe, elle va pas me reprendre, tu vois. Donc, je dis, moi, mon objectif, c'est qu'au lancement du pack, je fasse 10 000 euros. Et je lancerai tous les 3 mois. Donc, comme ça, dans mon année, j'aurai, allez, 40 000 euros et ce sera bien pour commencer, tu vois. Et, et donc, je vois qu'elle ouvre des grands yeux quand j'annonce 10 000 euros. Genre, c'est pas que je crois pas à ton programme, mais 10 000 balles du premier coup, meuf, tu serais sacrément douée. Donc, je me débine pas, je continue sur ma lancée. Et je leur avais dit quand même, lancer en décembre, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Décembre, c'est quand même pas le mois du flouze pour les gens. ouais. Donc, j'y vais ou j'y vais pas. Elle m'avait dit, si, si, vas-y, t'inquiète et tout. Du flouze, on en trouve toujours, machin. Ouf. Ouais, je Euh, rassure. et à ce moment-là, d'ailleurs, ce que j'ai lancé, c'était pas que le pack de vidéos, c'était le pack plus l'accompagnement. Donc, c'était déjà 179 euros. Mmh. Quand même, une somme, quoi. Donc, je lance mon truc. J'étais stressée, comme c'est pas possible. J'avais prévu mon live de lancement, donc j'avais 1200 personnes à ce live de lancement. C'était énorme. J'avais mis le paquet sur les pubs avant, sur les quiz pour faire venir les gens et tout. Je me rappelle très bien, j'étais au pied de mon sapin et j'étais là en mode, allez, c'est Christmas, ça va être sympa et tout. Le live était super, les questions étaient... Enfin, on a fait un moment de questions-réponses, c'était top, quoi. Et là, ce soir-là, je me dis, allez, je regarde mon appli de paiement et je vois l'argent arriver, tu vois, et je vais passer ma soirée à regarder l'argent qui arrive. Bah, ça passe, mais il n'y a rien qui Rien. rentre. Donc les nanas me disent, c'est toute une semaine la vente où tu envoies 7 mails de plus en plus pressants. Genre notion d'urgence intense et tout. Je n'étais pas très en phase avec cette notion d'urgence Mmh. et de si tu prends pas mon programme, ton accouchement il va être nul, tu vois. C'est ça un peu qu'elle nous faisait faire et ça grignait un peu à l'intérieur de moi. Je me disais, bof, je suis pas trop fan, mais je suis leur méthode, on verra bien. Et j'ai envoyé ces trucs-là et, et ce mois-là, j'ai fait 700 euros. Bon, ah non, pas 700 euros. Ce mois-là, j'ai fait 179 euros. J'ai fait une vente. Une vente. En plus, j'avais même pas assez pour remplir un programme. J'allais pas faire un programme avec une personne. Je vends un truc de groupe où on fait un village, tu vois. Une vente, alors que j'avais dit à toute ma famille, mon objectif, c'est 10 000 euros. Tu sais, j'annonce mes objectifs pour que les autres soient un peu mes gardiens d'objectifs et qu'ils me motivent et tout, tu vois. Mais du coup, il faut Et puis une assumer fois que après, c'est hein. dit, en plus, tu plus le choix, quoi. Enfin, une fois que tu C'est en as ça. parlé, ouais. Ouais. Mais après, il faut assumer l'échec. Et là, on était sur un flop monumental. Enfin, j'ai pris mon tarif en pleine tronche. Euh, Mais je me suis dit, peut-être que si ça n'a pas marché, c'est parce que justement, c'était pas aligné avec mes valeurs, cette histoire de vente un peu forcée. Euh, donc, je vais réessayer, mais je vais l'aligner avec mes valeurs. C'est-à-dire proposer le pack en autonomie, donc à 79 euros, c'est Mmh. déjà beaucoup moins cher, et puis le laisser ouvert tout le temps. Pas une vente d'une semaine tous les trimestres,
Et c'est là que je me suis un peu éloignée des conseils qu'on m'a donnés. Par exemple, on m'avait donné le conseil d'être très nichée, de ne viser que les femmes qui voulaient accoucher sans la péridurale. Et au final, déjà, c'était toujours pas en accord avec mes valeurs, parce que moi, la péridurale, je m'en fous qu'on la prenne ou pas. Euh, et puis, surtout, enfin, la niche était très petite, quoi, hein. Des femmes qui sont sûres d'accoucher sans péri et qui veulent se préparer en ligne. Bon, Oui, donc ça j'ai réduit. ouvert. Ouais, j'ai ouvert, j'ai écouté ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai fait beaucoup de séances d'auto-hypnose en parlant avec mon inconscient, en mode, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux, toi? Et puis, dès le mois de janvier, bah, c'est parti, en fait. C'est parti, il suffisait de changer mon discours comme je suis vraiment. Donc d'être plutôt bienveillante, de jamais forcer à la vente, de dire si tu l'achètes pas maintenant, tu l'achèteras plus tard, sois pas pressé, enfin tu vois. Et là c'est parti. Et ben tu vois, chaque Ouais, mois je doublais mon chiffre d'affaires et je recevais des messages de femmes qui avaient accouché avec le pack et qui avaient vécu des instants magiques. Donc plus je reçois des témoignages, plus je peux les partager, plus ça donne envie et plus elles prennent le pack. Et c'est pas et jamais je me suis sentie argent sale, tu vois, argent. Euh, ouais, j'ai l'impression que je vole personne parce que déjà, à 79 € le pack, il y a énormément de contenu. mm. Euh, Ouais, ça, puis enfin, ça va, t'es quoi. sincère dans ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est T'es- ça. Ouais, ouais. Comme quoi, s'écouter et rester dans la lignée de ce qu'on est et de comment on veut faire les choses, plutôt qu'essayer de le faire d'une manière que quelqu'un t'aurait dit de faire. Ouais. C'est fou. Il n'y a aucun client qui aime acheter un truc pressé par le temps, sans avoir vraiment le temps de se poser, de poser le pour et le contre 10 000 fois s'il le faut. Il faut écouter ce que les gens veulent. Cette notion de sans péri, absolument, il y avait quand même une grosse notion d'échec si tu n'y arrives pas, tu vois. T'es dans le groupe du sans péri et puis voilà que le jour J, tu prends la péri, donc en fait, bah, t'as raté, quoi. Ouais. Et ben pas du tout. Il a suffi de faire ce que j'aimais faire et ce avec quoi j'étais alignée et pour que chaque mois, le chiffre d'affaires double et que le nombre de messages d'amour double aussi, quoi. Et ça, c'est ma plus belle récompense. Enfin, je gagne de l'argent avec ça et c'est super, je suis trop contente. Mais ce que j'aime le plus, c'est recevoir tous ces messages qui disent putain, maintenant j'ai encore ta voix dans ma tête et je crois qu'elle va rester des années, quoi. Ouais. Parce que tu étais là avec moi le jour de mon accouchement. Ouais, mais c'est super, hein, parce que bon, moi je te suis du coup, hein, sur Instagram, et c'est vrai que même moi, enfin ça me touche beaucoup des fois les témoignages que tu peux mettre. Et Ouais. souvent tu te dis, vous êtes puissante, enfin tu vois des choses comme ça, et c'est vrai que c'est vraiment très fort, quoi. Et Ouais. c'est Et vraiment on bien. manque, je trouve, de, d'encouragement entre nous et de bienveillance entre nous. On est quand même dans une société dans laquelle c'est la réussite personnelle qui compte avant le reste. Et quand tu es enceinte, personne, tout le monde te dit, putain, tu vas douiller, ma pauvre. Ah, moi, je vais te raconter mon accouchement, tu vas voir, c'était pas de la tarte et tout. Alors qu'en fait, tout ce dont on a besoin, c'est que quelqu'un nous dise, putain, ça va être merveilleux, tu vas vivre un instant magique. Évidemment que tu vas avoir mal, mais tu peux très bien avoir mal et bien le vivre. Et ton corps, il est fait pour ça, tu vas y arriver parce que tu es une femme et que tu as été conçue pour ça, quoi. Pourquoi on nous dit pas ça autour de nous? J'aimerais. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça commence à marcher. Plus je suis comme ça sur mon compte, plus j'ai l'impression que les nanas, elles sont comme ça avec leurs proches. Et tu vois, qu'on commence à péter un peu nos carapaces individualistes pour ouvrir vraiment nos cœurs et nous dire sincèrement, t'es une maman qui déchire, tu vois, plutôt que de faire des petits rendez-vous comme ça à la va-vite avec des potes dans lesquels on se raconte nos vies, mais jamais on s'encourage, jamais on s'écoute pour de vrai. Bah là, j'ai l'impression que ça commence à marcher et que Ouais, qu'il y a du soutien et qu'il y a de l'encouragement, ouais. de la bienveillance et tout. Ouais, ouais, mais on le sent, hein. Franchement, Et je le vois dans les villages. Du coup, j'ai créé une option où en gros, je fais des groupes WhatsApp avec des femmes qui vont accoucher en même temps ou qui ont déjà accouché à peu près au même moment. Et moi, je suis juste là, je réponds aux questions s'il y en a, mais sinon, je ne fais que regarder ce qui se passe. Donc, c'est des groupes de 10 mamans ou futures mamans. Et je les vois s'encourager entre elles. Elles se connaissent pas, mais elles s'envoient des mots d'amour, de soutien, de je pense à toi. Elles s'écrivent à 3 heures du mat, parce qu'évidemment, à 3 heures, on ne dort pas quand on a un enfant. Pour se dire, t'es une maman qui déchire, allez, il a de la chance, ton fils, de t'avoir et tout. Et d'ouvrir leur cœur aussi en mode, bah, aujourd'hui, j'en ai marre d'être maman, en fait. mm.
et personne en face va les juger. Les autres, elles vivent la même chose qu'elles. Peut-être aussi elles en ont eu marre hier ou qu'elles en auront marre demain. Et comme ça, elles se soutiennent à fond, quoi. Ouais. C'est la magie. Ah, mais je trouve ça génial, hein, moi, hein. Enfin, franchement, bon, on s'était rencontrés, c'est comme ça que je t'ai découverte. On s'est rencontrés lors d'un repas et quand tu m'as parlé de cette entreprise, enfin, même dans ta personnalité, tu vois, dans la personne que tu es, dans ce que tu offres aux autres et dans la bienveillance et dans l'humour aussi, beaucoup sur ton compte. La J'ai légèreté. trouvé ça génial, quoi. C'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer parce que je trouve que tu es vraiment une personne, très attachante et très bienveillante Ouais. et voilà et même si, je suis pas forcément directement concernée par ton compte, heu, j'aime bien te suivre, voilà, parce que je trouve que tu as un compte agréable, quoi. Voilà. Ça, c'est chouette, merci. Il y a beaucoup de mamans qui restent après leur accouchement et qui me disent, bah, je pensais que j'allais me déconnecter, mais en fait, j'aime bien, alors je reste. Oui, Bah, c'est c'est ça. cool. Non, mais c'est rigolo parce que souvent tu fais des petits sondages, et les gens participent. Enfin bon, voilà, c'est vrai que c'est un compte qui est très actif et qui est quand même agréable à suivre, quoi. Franchement, Merci. ouais. Du coup, juste pour revenir sur cette formation sur le digital, est-ce que tu dirais que c'est une formation qui t'a quand même beaucoup aidé malgré peut-être certaines choses avec lesquelles tu étais pas tout à fait alignée? Ouais, 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 100%. À refaire, je refais. Euh, je suis partie un peu en colère de cette formation parce que j'avais floppé. Mmh. Parce que j'avais Eh oui. floppé et j'avais l'impression que c'était à cause de mauvais conseils. Mais le bilan est positif, enfin à 90%. Et je le recommande. En fait, je le recommande avec le cœur ouvert, tu vois. Enfin, tu vois, avec les petites antennes ouvertes, genre tu ne fais que ce en quoi tu crois. En tout cas, tu fais pas ce qui est contre tes valeurs. Parce qu'il y a plein de trucs qu'elles m'ont fait faire qui étaient contre-instinctifs, contre-intuitifs, mais en fait, ça marchait. Mais Ouais, c'était pas à l'opposé de mes valeurs, c'était juste que je l'aurais pas fait, tu vois, en temps ouais. normal. Donc ouais, ouais, je recommande à fond. Et en plus, pouvoir le faire dans le cadre d'un groupe, et donc de s'entraider et de se dire bah, qu'aujourd'hui on n'y croit plus, qu'aujourd'hui on n'a plus confiance, ou qu'aujourd'hui on pète le feu et qu'on a envie de partager notre positivisme avec les copines, et ben c'est trop bien, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc ouais, clair. je recommande à fond. Parce que aussi, enfin, tout seul on doute, tu vois. Là, elle me disait, Manon, tu fais ça. Alors, te pose pas de questions. Va, appelle une freelance, elle s'occupe de tes ads. Mmh. Euh, Vas-y, fais. Et moi, je me laissais faire et c'était cool, quoi. Ouais, mais pour preuve, hein, tu t'es fait accompagner et ça fonctionne aussi. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Et je suis c'est hyper reconnaissante de ce fameux mail avec cette sorte de vente forcée, mais qui finalement a résonné à l'intérieur de moi, quoi. ouais. Et du coup, on sait que le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand même hyper chronophage. Il faut être multicasquette, et en plus avec les réseaux sociaux, enfin toi tu bosses, majoritairement, bah, du coup, totalement avec les réseaux sociaux, enfin Ouais. une grosse partie. Comment tu arrives à organiser ta vie perso et ta vie pro, est-ce que c'est pas trop galère? Non, c'est pas trop galère. Je travaille. Je crois que je crois que je suis assez efficace. Je travaille efficacement entre 9h30 et 16h30, peut-être Mmh. parfois 17h. Mais j'ai fait cette vie aussi parce que j'avais envie d'être avec ma fille tôt, de pas aller la chercher à la crèche à 18h45 et de profiter des week-ends avec elle. Donc, j'y tiens. Et même si ça me met dans les ennuis, tu vois, par exemple, là, enfin, on en discutait, mais je crée un pack qui doit sortir le 24 décembre et je suis clairement pas en avance. Genre, mais disons-le, je suis en retard. Et pourtant, à partir de 5 heures, je suis plus là. Enfin, je m'occupe de ma fille et je Tu coupes? kiffe. Ouais. Aussi parce que ça remplit un autre de mes réservoirs, mon réservoir affectif, et que si mon réservoir affectif il n'est pas rempli, bah, en fait, je ne peux pas produire. Je Mmh. n'y arrive pas. Donc, il faut que j'arrive à remplir tous mes réservoirs. Par exemple, le midi, là, c'est décembre. Le midi, je mange devant un téléfilm de Noël. Il faut que je remplisse mes réservoirs affectifs, émotionnels pour pouvoir être efficace au boulot. Donc, je fais comme ça. Et par contre, il y a peut-être juste le week-end où je me suis un peu auto-sabotée avec Instagram. Parce que le dimanche, je fais une boîte à questions. Mmh. Et donc, eh ben, je perds un temps fou. Enfin, je perds un temps fou. Je perds un temps de famille quand même, un peu. Donc, je fais ça pendant la sieste de Nîmes, pendant les trajets en voiture, si on part quelque part et tout. Mais je vois que ça marche bien et que le dimanche, elles ont du temps pour regarder ça. Donc, Eh pour oui. l'instant, je le garde et, euh, et on verra ce que je fais par la suite, tu vois. Mais ouais, l'organisation, ça va bien. Et puis surtout, enfin,
c'est la meilleure vie. Je travaille devant mon sapin, en pyjama. J'ai mon rythme. Si j'ai envie de couper, si j'ai envie de faire une sieste, je peux. Alors qu'en entreprise, clairement, je pouvais pas. Ouais. Donc, donc ça va bien. Mis à part les freelances que tu peux prendre, tu as d'autres personnes qui t'aident quand même ou c'est toi qui gères vraiment ton profil Instagram? Non, c'est moi qui gère tout, tout, tout. Donc, sauf la freelance pour les ads. Et là, je me fais aider. En fait, j'ai inclus dans mes programmes une sage-femme, une consultante en lactation et une prof de yoga prénatal pour faire des lives supplémentaires pour que la préparation soit encore plus complète. Mais elle m'aide pas. Enfin, Oui, j'ai ouais. j'ai augmenté la qualité de mon programme et donc je travaille avec elle. Et quel bonheur de travailler avec des femmes qui me ressemblent, enfin tu vois, avec lesquelles on est en phase sur la parentalité. Donc on est devenues des insta-copines, tu vois. Enfin, Ouais. on s'est presque pour toutes jamais vues en vrai. Mais on prend des cafés en visio comme ça de temps en temps et c'est cool quoi. Ouais, c'est chouette. Ouais, ouais, Ouais. c'est tes collègues de boulot du coup? Et oui. Et franchement, et j'ai une autre collègue d'amour qui est Sarah du Club des Daronnes, que je vous conseille, avec qui je parle en vocaux, mais toute la journée. Enfin, on a toujours un truc à se dire, genre, putain, j'ai oublié la TVA, Ouais. qu'est-ce que tu fais pour le calendrier de l'Avent et le Black Friday, tu fais quoi? Et c'est top, quoi. Mmh. Ouais, c'est C'est des cool, bah, collègues c'est que j'ai vraiment comme choisis. des collègues. Ouais. Ouais. Et que tu as choisi. C'est-à-dire qu'il n'y a Oui, pas, il y a pas ça c'est sûr. Michel qui va te raconter qu'il était à la chasse ce week-end alors que toi, t'es végétarienne, tu vois. C'est clair. Quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure entrepreneuriale? Euh, les, les récits d'accouchement positifs. Sans aucun doute, ça me tire des larmes, mais 10 fois par jour. Et j'ai l'impression que c'est ma place, tu vois, de pouvoir aider les femmes dans ce moment de leur vie qui est tellement intense et incroyable. Bah, je suis là sans être là, mais elles ont pensé à moi, j'ai pensé à elles, et c'est magique, quoi. Mmh. Magique. Ouais, c'est clair, une belle reconnaissance, hein. Ouais, Ah c'est ouais. vraiment chouette. Ouais. Et j'ai du mal parfois à l'exprimer, tu vois. Là, on était avec 20 copains. Et tout ce qu'on dit, c'est ça va, ça marche, il est bien ton chiffre d'affaires? Ben, oui, il est bien, mais en fait, c'est pas ça. Enfin, j'ai envie qu'ils comprennent Oui, ça te que nourrit chaque. bien autrement, quoi, aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ça me nourrit, mais ça me nourrit. Enfin, évidemment, c'est cool de gagner de l'argent et je suis très reconnaissante. Mais ça, là, pouf, c'est la cerise, c'est le vernis, Ouais, c'est clair. Ouais, c'est la fontaine de j'imagine. chocolat sur mon cœur. Ouais, c'est beau. Comment tu te vois dans quelques années? Ça, c'est un peu. Elle est difficile cette question pour moi Mmh. parce que j'ai toujours l'impression que je suis en plein rêve. D'ailleurs, je fais des captures d'écran de tous les messages et tout parce que je me dis si ça se trouve, et si demain tout s'arrête, Mmh. alors, je pourrais au moins lire ça. Euh, J'espère de tout mon cœur que ça va continuer comme ça. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas envie de moins. J'aime aider des jeunes parents parce qu'on est trop seuls dans cette aventure de la parentalité aujourd'hui. Donc, rester dans cette optique-là, rester sur les réseaux, ça me va bien. Je vais augmenter le nombre de réseaux. Il faut que je passe sur TikTok Oui. parce qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier et que si Instagram crache un jour, et ben moi j'ai plus rien. Mmh. Donc, Et oui, ouais. donc je vais prendre d'autres réseaux et puis je vais continuer de m'investir là-dedans. Et puis voilà, peut-être faire 1 ou 2 enfants de plus et, et continuer de vivre ma meilleure vie comme ça, quoi. Mais Ouais. j'espère que, en fait, j'ai envie que rien ne change. J'ai pas envie de plus, j'ai pas envie de plus de salariés, plus de chiffre d'affaires, plus de tout ça. Tu veux que ça continue comme ça. C'est ça. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui voudraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, mais qui n'osent pas? Je le fais souvent hein, autour de moi. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec le salariat. Euh, bah, baliser. Enfin, genre, d'abord, on se protège, on regarde ce qu'on a comme fonds financiers, qui peut nous prêter en cas de problème, parce que pour moi, c'est important d'y aller en étant rassuré sur le fait qu'on se donne X mois pour y aller. Donc, on balise le fonds financier tout en se disant que ce sera minimaliste. Hein. Enfin, c'est Mmh. la minimum, quoi. Et puis, on prend du temps pour réfléchir à son projet. Pour moi, c'est important de ne pas se lancer, genre,
pouf, j'ai une idée, hop, je lance tout de suite. On réfléchit à qui est notre cible, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, et puis on va discuter avec notre cible, parce qu'on peut imaginer ce que veut notre cible, mais en fait, tant qu'on n'a pas discuté avec elle, ça se trouve, on est complètement à côté. Donc on va voir et on teste gratuitement, ou en tout cas à somme modique, sur notre cible, ce qu'on a envie de produire. Et puis, on essaye de trouver du soutien parmi nos proches. Et pour moi, chercher du soutien parmi nos proches, ça implique d'être 100% sincère, c'est-à-dire appeler parfois sa maman en lui disant j'ai la frousse, j'ai peur, parce que je sais que je pressens que ce que je vais faire, ça va marcher, mais pour l'instant, ça marche pas. Donc j'ai peur, j'ai besoin de ton soutien. Euh, ou aujourd'hui, je suis en colère parce que ça n'a pas marché. Enfin, tu vois, ouvrir son cœur et parler avec ses vraies émotions pour trouver du soutien, c'est vraiment la clé, je trouve. Donc se faire entourer de ses proches. Et puis aussi se faire entourer de gens qui savent bien faire les choses. Par exemple, moi, les ads, c'était clairement pas mon domaine. Soit je me formais et j'allais perdre du temps et de l'argent, soit je faisais appel à quelqu'un que je paye pas très cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Mais je sais que cette personne est experte et que elle va Elle me... sait faire et que ça va Ouais, fonctionner tout de suite, quoi. Enfin, en tout ouais, cas, voilà. Et puis s'accrocher au premier flop, on s'arrête pas. mmh. J'ai envie de dire, enfin, je connais personne qui n'est pas connu de premier flop dans l'entrepreneuriat. Ça commence souvent comme ça. Et je pense que c'est un genre de test de l'univers pour savoir si tu es bien accroché à ton projet. Enfin, tu te relèves tout de suite de ton premier flop, sors-toi, sors-toi les doigts et on y va. Donc dès le mois suivant, tu peux cuver ta peine un peu, je sais pas, genre une semaine ou deux, mais après, refais quoi. C'est reparti, quoi. On y va. Et il faut pas hésiter à demander aussi pourquoi ça n'a pas marché. Moi, j'ai affiché direct, début janvier, bon, bah les meufs, j'ai fait un flop sur Instagram, hein. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tu l'as pas acheté? Et elles Ah m'ont ouais. dit, ben, trop cher, truc de groupe, ça me fait un peu flipper, je sais pas ce que ça vaut. Et en fait, j'ai pris toutes leurs remarques et j'ai travaillé pour y répondre et pour proposer quelque chose de différent ou répondre euh, bah, par des éléments concrets qui Mmh. pourraient les rassurer. Bah, tu as écouté ta cible, quoi. Du coup, tu t'es dit, pourquoi en fait, elles ont pas aimé ça et tu as Mais je me suis mise modifié. à poil, hein. J'ai pas été en mode waouh, bravo, merci pour tous ces achats, c'est Ouais. génial. Alors que pas du tout, en fait. Et enfin, la dernière question, est-ce que tu as un mantra, qui te suit au quotidien? Que le bonheur, il n'est pas dans la destination, il est dans le voyage. Dans le... C'est chaque jour que je cherche des petits morceaux de bonheur et pas je vais vers le bonheur, tu vois. Je je travaille pas pour être heureuse. Chaque jour, dans ma journée, il y a des petites choses qui me rendent heureuse et que je dois chercher. Chaque soir, je me dis, c'est quoi, Manon, que tu as kiffé dans ta journée? Parce que je crois que si on, si on cherche le bonheur tu vois, à long terme, je travaille pour que dans 6 mois, je sois heureuse. Bah, l'expérience, elle n'est pas terrible et à l'intérieur de soi, il n'y a rien qui nous nourrit, tu vois. Moi, je cherche plein de petits bonheurs un peu partout dans la journée. Et juste là, je regarde mon sapin et je me dis, oh, mais c'est si mignon. Et ça me suffit, tu vois. Mmh. Ouais, Voilà. c'est super chouette de finir là-dessus, en tout cas. Je te remercie beaucoup Manon et je te souhaite une super bonne continuation et enfin vraiment continue ce que tu fais, c'est vraiment top. Merci beaucoup. À toi aussi, une belle envolée du podcast. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.